Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de mars. Le mois de mars a été un mois plutôt calme en termes de lecture, en tout cas plus calme que les mois de janvier et de février, mais il faut dire que j'avais commencé l'année assez fort. Et du coup donc dans cette vidéo j'ai 4 romans, quatre romans on va dire, ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de Diamant par Vincent Passy. Ensuite, ce sera au tour de Ordo par Anthony Combrexel. Puis, ce sera Là où le bonheur se respire par Sophie Talmen. Côté du coup roman entre guillemets, je terminerai avec Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse par Mathias Malzieu et Darian Nelson. Et côté graphique, du coup, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture du tome 7 des Enfants de la Résistance, ainsi que de ma lecture du tome 8 du manga Blue Flag, donc le dernier tome de la série. Je vais commencer tout de suite du coup avec Diamant par Vincent Passy qui est sorti aux éditions Nemos au mois de février. C'est un titre que j'ai reçu de la part des éditions Nemos et je les en remercie très chaudement parce que j'avais vraiment hâte de le découvrir. Vincent Passy, je le suis maintenant depuis son premier roman publié, donc Apostasie, qui était sorti aux éditions du Chat Noir. Et j'ai lu la plupart de ses titres publiés, il me manque juste Loin de lui le soleil que j'ai dans ma pile à lire mais que je n'ai pas encore découvert. Mais voilà, sinon c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, j'aime énormément sa plume et puis c'est également quelqu'un de vraiment très très sympathique quand on avait l'occasion de pouvoir se croiser en salon. En tout cas c'était, ouais, j'étais toujours très très contente de le revoir. Et du coup forcément j'avais hâte de découvrir son nouveau roman, surtout qu'il l'avait présenté comme étant de la dark fantasy, mais du coup donc comme étant de la fantasy, et forcément moi ça me faisait hyper envie, j'avais hâte de savoir ce qu'il en retournait. Et pour ce qui est du coup de l'histoire de Diamant, en fait c'est une histoire dans laquelle on a différents royaumes qui sont voisins, avec des souverains qui sont assez apparentés les uns aux autres, mais surtout des souverains qui sont très jaloux les uns des autres. Et dans cet univers, nous on va suivre différents points de vue. On suit le point de vue de la fille d'une souveraine, et on suit également le point de vue, entre autres, on va dire que les deux points de vue principaux, c'est celui donc de la fille de la souveraine et celui d'un jeune homme qui s'appelle Moron et qui espère en fait, qui aspire à quelque chose de meilleur. Il fait partie d'une famille qui a été réfugiée et qui s'est retrouvée du coup à la fameuse cour en question, dans laquelle vit du coup la jeune princesse qu'on suit aussi. Alors il y a une petite carte au début pour s'aider à s'y retrouver et du coup je crois qu'ils vivent à Eutrange, si je dis pas de bêtises, et du coup au royaume de Vèvre. Je crois que c'est ça. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Enfin bref, en tout cas, donc voilà, ça se passe dans ce royaume-là. On a différents royaumes autour qui ont chacun leurs caractéristiques. Et en fait, tous ces royaumes ont en commun une légende, qui est la légende de l'or ailé. C'est quelque chose, c'est un phénomène en fait, dont ils savent très très peu de choses, si ce n'est que ça apporte vraiment de grandes richesses et beaucoup de bonnes choses en fait. Et il s'avère qu'un or ailé, donc c'est une sorte d'ange en fait, va venir s'échouer et va s'échouer donc au palais du fameux royaume en question dans lequel se passe notre action principale. Et cet or ailé en fait du coup c'est un ange qui arrive, qui est extrêmement fatigué, et ça entraîne pas mal de choses puisqu'il faut essayer de le soigner, on se pose beaucoup de questions sur lui, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on a aussi peu de documentation sur les or ailés, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est exactement, qu'est-ce qu'ils veulent, d'où est-ce qu'ils viennent, enfin voilà, vraiment tout ça on n'en sait rien. Et puis cet or ailé demande en fait à avoir une sorte de serviteur, en tout cas alors c'est pas vraiment un serviteur, c'est pas tellement un esclave, c'est plus une sorte d'homme de compagnie un peu, une personne qui va l'accompagner, qui va le protéger, qui lui est très dévouée, et pour ça donc du coup ils organisent tout une espèce de concours en fait pour trouver celui qui va être non seulement en capacité de protéger l'or ailé, mais également celui qui va être en capacité de l'intéresser, puisqu'en fait l'or ailé semble vraiment extrêmement désintéressé par tout ce qui se passe autour de lui, il n'y a rien qui a l'air de trouver grâce à ses yeux, donc voilà, c'est aussi un petit peu l'idée derrière tout ça. Et du coup c'est Moron qui va, nous on va suivre du coup Moron, et Moron va s'y présenter avec un certain pouvoir qu'il possède par rapport aux plantes. Donc voilà, du coup on a toute cette histoire en fait qui va naître.
Alors le début peut être un petit peu compliqué à mettre en place, comme toujours en fait avec Vincent Tassi, c'est quand même une écriture qui est assez exigeante, assez poussée, et puis donc ensuite vraiment l'idée de l'histoire ça va être de voir comment Laure Ailée finalement va attirer les convoitises des royaumes autour, et on est du coup sur un récit comme je les aime bien, qui est en fait un récit qui parle finalement de la fin d'une époque et de comment est-ce que ça s'est fini, comment est-ce que toutes ces choses instaurées depuis longtemps vont un petit peu s'écrouler et comment le monde finalement va pas mal changer de face suite à un événement en fait. Suite à un événement perturbateur, un élément déclencheur. J'ai trouvé ça très chouette, donc il y a un côté très mystique, comme je disais, beaucoup de convoitises également, des personnages qui sont assez touchants et un univers qui est vraiment poussé. Ouais, enfin vraiment j'ai trouvé ça très chouette. Alors Vincent Tassi écrit souvent sur les vampires, c'est absolument pas le cas ici, il n'y a pas du tout de vampires. Mais voilà, vraiment c'était un très chouette roman, c'est assez difficile d'en parler parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe et qu'on n'a pas forcément déjà vu. Enfin, le côté fin d'un vampire, c'est quelque chose qu'on retrouve parfois en fantasy, mais la manière vraiment dont c'est apporté est très singulière, je trouve ici. En tout cas, c'est quelque chose que pour ma part, j'avais pas lu ailleurs. C'est un titre assez exigeant, mais aussi très poétique et très humain en fait. Et ça a vraiment été une chouette lecture, j'aime beaucoup toutes les relations qui sont tissées à l'intérieur entre les différents personnages. Donc vous l'aurez compris, un titre que je vous recommande de découvrir, je lui ai mis pour ma part la note de 17/20. On continue avec une autre très bonne lecture, à savoir Ordo par Anthony Combrexel, publié aux éditions 404. C'est un titre qui faisait partie du coup des 25 sélectionnés pour le PLIB et du coup je l'ai lu pour savoir si oui ou non je le mettais dans mon vote pour les 5 finalistes. Finalement je l'ai mis dans mon vote, j'ai beaucoup hésité parce qu'en fait je l'ai fini le jour du vote, enfin le dernier jour du vote et j'ai pas mal hésité, mais finalement j'ai décidé de le mettre parce que c'est un titre qui m'a pas mal retourné le cerveau et que j'ai trouvé que c'était quelque chose de positif, et comme de toute façon en fait j'ai hésité entre plein de titres que j'ai trouvé super bons, je me suis dit que voilà, celui-ci avait eu en plus le côté de la surprise qui avait vraiment bien fonctionné sur moi, et c'est pour ça que je lui ai donné la dernière place, même s'il y a des petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Du coup pour cette histoire, à nouveau on part sur quelque chose d'un petit peu compliqué à résumer. Heureusement il y a beaucoup d'annexes dans le livre qui vous aident vraiment à comprendre, et on commence par ceci, donc l'Ordo Magicae, qui est une sorte d'arbre généalogique. On nous explique en gros qu'il y a Ambrose Donosius qui était une personne avec des pouvoirs particulier qui vivait du coup aux États-Unis, et qu'Ambrose en gros a eu 5 enfants et que de ces 5 enfants sont nés 5 lignées. En gros ses pouvoirs se sont répartis entre ces 5 lignées qui existent toujours maintenant, qui ont perduré jusqu'à maintenant. Et en sachant qu'il y a quelques petites choses, on frôle un petit peu avec l'immortalité, etc. Et puis il y a un 6e ordre qui lui est chargé un petit peu de veiller sur les autres. Et donc en fait nous du coup on va suivre les descendants des 5 familles principales les descendants, la génération qu'on suit, nous c'est la génération la plus jeune globalement, et du coup ce sont des personnes qui sont entre l'adolescence et des jeunes adultes, on va dire qu'ils ont peut-être entre 15 et 25-30 ans, globalement voilà, ils sont assez jeunes, et du coup on va les suivre eux dans toutes leurs aventures, dans tout ce qui va se passer. Ils essayent ils vont monter un plan, on va dire ça comme ça. Ils décident de monter en fait tout un plan ensemble pour changer quelque chose. Il y a un très très gros côté de complot dedans, il y a beaucoup de retournements de situation, beaucoup de choses qui vous retournent le cerveau, quelques petites incohérences aussi, avec des parties un petit peu tirées par les cheveux, notamment des éléments sur la fin. Alors la grosse révélation de la fin franchement m'a complètement eu, mais par contre dans la manière dont ça se passe pour terminer l'histoire, il y a des petites choses qui m'ont un peu plus dérangée. Mais vraiment voilà, c'était très chouette. Il y a beaucoup de personnages, mais franchement n'hésitez pas à poursuivre au-delà de la partie introductive qui peut paraître un petit peu compliquée, parce que c'est vraiment super chouette. Et en termes d'univers, clairement pour moi on est entre la 9ème maison pour le côté un petit peu mystique, choses cachées, etc. Enfin cachées du grand public. Il y a un côté très insaisissable, le film, donc pour les grands castes qui sont faits, et puis également un petit côté un peu, je trouve, Umbrella Academy, pour le côté où c'est une grande famille avec des gens qui ont un peu des pouvoirs, qui essayent de faire des choses ensemble, bon, ils n'ont pas forcément habité tous ensemble, mais en tout cas ils sont toujours vus au repas de famille, ce genre de choses. Donc voilà, vraiment ça a été une chouette lecture, c'était très surprenant et très intéressant, donc voilà. L'univers pourrait amener d'autres histoires, et pourquoi pas dans ce cas les découvrir. J'ai mis la note de 17/20 à Ordo. Ensuite j'ai lu Là où le bonheur se respire par Sophie Thalmann aux éditions Albin Michel, qui est son dernier titre en date. Il est sorti je crois au début du mois de mars.
Et c'est un titre avec lequel j'ai eu un petit peu de mal malheureusement. Sophie Talman, j'avais vraiment adoré sa trilogie principale, donc Les yeux couleur de pluie, Entre mes doigts coule le sable et De battre la chamade, qui se centre autour d'un couple de personnages de Marilou et Mathieu que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sophie Talman est neurologue et elle vit en Bretagne, et du coup ces romans parlent voilà, globalement assez souvent d'internes en médecine ou de jeunes médecins, et puis ça se passe toujours en Bretagne puisque le point de départ c'était donc Marilou qui est une jeune interne qui vient je crois de Savoie et qui se retrouve affectée à Rennes, à Rennes non, à Brest, qui se retrouve affectée à Brest tout au bout de la Bretagne et qui découvre vraiment tout ça et qui va donc du coup également rencontrer Mathieu. Et puis ensuite il y a eu d'autres romans qui sont un petit peu des spin-offs qui vont traiter d'autres personnages qu'on a croisés dans la trilogie principale, et Marilou et Mathieu on les voit toujours un petit peu apparaître en toile de fond. Donc voilà, du coup ça fait un peu des romans spin-off. Tous les autres, à part la trilogie principale du coup que je vous ai dit, tout le reste peut se lire vraiment complètement indépendamment. Il y a des petits liens donc c'est plus sympa d'avoir lu les autres, mais rien d'obligatoire. Ce roman-ci m'a un peu moins convaincue, notamment parce que ce sont des personnages qui sont plus jeunes en fait. Donc on suit ici donc un externe en médecine qui est en fait le petit frère d'un personnage qu'on avait vu avant, et puis une jeune fille qui elle n'est pas du tout dans le milieu médical mais dont la sœur a eu un accident. Et du coup voilà, on va suivre leur relation, etc. Comme ce sont des personnages plus jeunes, il y a beaucoup de choses qui sont très impulsives. Ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs que d'autres qui étaient vraiment de se poser ou ce genre de choses. Enfin vraiment, on n'est pas du tout là-dessus. Et ce sont des personnages qui m'ont plutôt bien plu séparément, mais j'ai eu un petit peu de mal avec leur manière de se comporter ensemble en fait. Et du coup j'ai trouvé ça un petit peu dommage, ils m'ont un peu agacée parfois. Et puis... ouais, en fait, j'ai plus aimé le groupe habituel, le côté un peu musical et les personnages séparément, mais l'histoire d'amour qu'il y a dedans m'a pas trop convaincue. Donc voilà, du coup, ce roman-ci, c'est celui que j'ai le moins aimé de ce qu'elle a écrit. Il me semble qu'il a eu quand même de bons retours de manière générale, mais il a un peu moins fait avec moi. J'ai également trouvé que l'écriture était parfois un peu trop simple. Alors, c'est des titres qui sont assez simples, qui se lisent vite, mais je sais pas, ça m'a un peu plus... je l'ai plus remarqué, je l'ai plus ressenti, on va dire, dans la lecture de ce roman-ci que dans la lecture des autres titres. Donc voilà. Du coup, j'ai mis la note de 14/20. Pour la suite, honnêtement, je pense quand même continuer à les lire parce que c'est un univers que j'aime bien et que j'aime bien tous les personnages, mais j'aimerais bien voir un petit peu d'autres choses dedans, peut-être un petit peu plus de diversité aussi. Alors, dans celui-ci et dans le tome précédent, comme ce sont des frères, on a deux personnages qui sont métis et qui ont été adoptés, mais voilà, en termes de diversité, c'est pas non plus folichon. Donc j'aimerais bien qu'il y en ait un petit peu plus pour la suite, et puis ouais, voilà, qu'il se passe un petit peu d'autres choses. Je préfère quand c'est du coup avec des personnages un peu plus adultes aussi. Mais voilà, pour ce qu'il en est pour cette lecture. En tout cas, de manière générale, quand même, je vous recommande vraiment les romans de Sophie Talman parce que je trouve que je passe toujours de très bons moments avec. Après, celui-ci, je l'ai moins aimé que les autres, mais n'hésitez pas à aller lire les autres. Ensuite, j'ai donc lu Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse. Par Mathias Malzieu et Daria Nelson, que j'ai lu du coup en version audio, qui est fait en livre audio par Lizzie. Il était sorti à l'Iconoclast et j'ai vu qu'en fait je pouvais l'avoir en livre audio dans un abonnement que j'ai. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir parce que j'aime vraiment beaucoup le travail de Mathias Malzieu, dont j'aime énormément les romans, et voilà, du coup j'étais curieuse de découvrir son petit dernier, en sachant que cette collection de l'Iconoclast c'est plus une collection de poésie en fait. Et du coup, donc là il y a un côté poésie, en même temps c'est plutôt du vers libre, et puis il y a certaines choses qui sont un peu mises en chanson, donc voilà, c'est un peu un intermédiaire, un peu mixte. Et du coup je trouve que ça marchait vraiment très bien avec la version audio, puisque du coup c'est lu par Mathias Malzieu et Daria Nelson. Il y a également une chanson à la fin, et puis même sur le reste il y a quand même des petites mises en musique et des petites mises en scène on va dire autour du texte, et j'ai trouvé ça très chouette. Comme quasiment toujours avec Mathias Malzieu, ça parle d'une histoire d'amour et de l'histoire d'amour qu'il connaît actuellement, puisqu'apparemment c'est un petit peu là-dessus qu'il écrit généralement. Il écrit beaucoup avec ou en s'inspirant de ses nouvelles compagnes, et avec des côtés un peu forcément très romancés, imaginaires, etc. mais un peu autour de leur histoire. J'ai l'impression que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et du coup en l'occurrence c'est l'histoire d'un homme qui rencontre une fée, qui tombe amoureux d'une fée et qui reçoit des conseils un peu particuliers par rapport à son histoire d'amour. C'est un titre que j'ai trouvé sympa, c'est mignon, le format marche vraiment hyper bien pour ce qui est du livre audio, donc vraiment si vous voulez le découvrir je peux vraiment vous recommander le livre audio parce que c'est vraiment très très chouette et ça fonctionne très bien.
Et je trouve que ça apporte un vrai plus. Par contre, j'ai également trouvé qu'il y avait parfois quelques mots de vocabulaire qui étaient assez crus et je trouvais que ça sortait un peu de nulle part dans ce récit qui sinon était plutôt onirique et poétique. Du coup, ouais, ça c'était un petit bémol pour moi. J'ai mis du coup la note de 16 sur 20 à cette lecture, je suis contente de l'avoir découvert. Ensuite, côté graphique du coup, j'ai lu comme vous l'avez vu donc de suite ou fin de série. Tout d'abord j'ai lu le tome 7 des Enfants de la Résistance par Benoît Hers et Vincent Dugommier aux éditions Le Lombard. C'est une série dont je vous parle très régulièrement depuis de très nombreuses années maintenant, puisqu'ils en sont au tome 7 et qu'il en sort à peu près un par an. Enfin un peu plus de un par an. Voilà. Et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. On y suit donc un trio de 3 adolescents, donc Eusèbe, François et Lisa, Eusèbe et François en fait grandissent dans le même village et ils vont faire la rencontre de Lisa au début de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite ils vont créer en fait un réseau de résistance qui s'appelle le Lynx et on va voir petit à petit comment au départ c'était des petites actions, des petits tracts et des petites choses et puis petit à petit on voit en fait comment ça prend vraiment en ampleur et ouais, ils vont créer finalement un vrai réseau de résistance dans leur région. Ce qui est chouette ici, c'est qu'on commence à voir un petit peu la fin de la série arriver puisqu'on avance pas mal dans la guerre et on voit également pas mal les liens avec les autres réseaux de résistance qu'il y a autour et ils commencent un petit peu à croiser en fait d'autres réseaux de résistance et plus à être juste eux dans leur coin, dans leur village. Et je trouve ça assez chouette. Comme toujours, il y a toute une partie de carnet documentaire à la fin qui explique, qui met en perspective les éléments du tome avec ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire, avec également des articles de journaux. Enfin bref, c'est vraiment un travail hyper documenté, hyper sérieux. Je trouve que c'est un excellent moyen pour parler de la Seconde Guerre mondiale à des jeunes lecteurs, enfin à des jeunes enfants, adolescents. Donc vraiment voilà, c'est une série que je continue à vous recommander et que je continuerai toujours à vous recommander je pense. Je sais pas combien de tomes sont prévus mais je pense pas qu'il en reste énormément. Et du coup ensuite j'ai lu le tome 8 et donc le dernier tome du manga Blue Flag par le mangaka Kaito qui est publié aux éditions Kurokawa. C'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée sur tout son ensemble et donc ici c'est le dernier tome qui est sorti au mois de mars. Les deux sont des sorties du mois de mars d'ailleurs. Alors, pour l'histoire de Blue Flag, c'est l'histoire en gros de 3 personnages principaux, mais il y en a une quatrième qui est quand même assez importante, qui sont dans la même classe, enfin dans le même niveau en tout cas au lycée. On a Taichi qui est un jeune garçon, on a Thomas qui est son ami d'enfance, et en gros, bon, Taichi et Thomas sont un petit peu amoureux l'un de l'autre, mais ils ne disent rien parce que ils veulent pas forcément qu'on sache qu'ils sont homosexuels, etc. Et puis on a Futaba qui est une jeune fille. En fait, Futaba au départ elle veut sortir avec Thomas et du coup elle demande des conseils à Taichi parce qu'ils sont proches, parce qu'ils sont amis. Et puis le dernier personnage c'est Mazumi qui est la meilleure amie de Futaba. Donc voilà, on a un petit peu ce quatuor de personnages et finalement on voit que les relations entre eux et qui aime qui, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et du coup c'est assez intéressant, ça questionne beaucoup sur la sexualité, ça questionne beaucoup sur sur les sentiments, sur ce qu'on ressent aussi. Ça questionne beaucoup également sur les choix d'avenir puisqu'ils sont en terminale et que c'est le moment de faire leur choix pour l'université. Et donc voilà, finalement on va les suivre pendant toute leur année de terminale avec cette série. C'est vraiment une série que j'ai trouvée très chouette, j'ai trouvé qu'il y avait de très beaux tomes avec de belles révélations, de très beaux messages. J'aime beaucoup les scènes en fait où on a des dialogues entre deux personnages, je trouve que c'est les moments les plus forts du manga. Et voilà, et vraiment pour cette fin, c'est une très chouette fin. J'étais curieuse de savoir comment ça allait se finir. Je me doutais que je serais pas très satisfaite de la fin d'un personnage parce que je le voyais un peu venir et effectivement l'auteur n'a pas choisi forcément de se centrer sur ce personnage là. Mais après pour ce qui est du reste, j'ai trouvé ça très intéressant. La fin est audacieuse et bien trouvée je trouve puisqu'en fait on a une fin et puis on a une ellipse et on nous montre ce qui s'est passé en fait plusieurs années plus tard et c'est pas une fin avec une vraie réponse genre machin a fini avec bidule, c'est quelque chose d'un petit peu plus sous-entendu mais c'est vraiment très bien joué et très bien vu et je trouve ça chouette et même si on n'a pas toutes les réponses je trouve que celles qu'on a sont suffisamment éloquentes et voilà pour moi vraiment j'ai trouvé ça très réussi et que j'ai trouvé que ça fonctionne très bien. Et puis c'est sympa également de les voir dans leur petite ellipse. Et du coup à la fin on a également une bande dessinée quand même de plusieurs planches qui parle du coup du processus créatif, du processus d'écriture de Blue Flag, comment est-ce que c'est venu, des dialogues qu'il y a eu avec l'éditeur pour en faire quelque chose d'intéressant, etc. Et c'était également très chouette. Donc voilà, vraiment c'est une série que j'ai trouvée très bonne du début à la fin, avec quelques tomes qui m'ont peut-être un petit peu moins embarqué que d'autres, mais dans l'ensemble c'est vraiment une série que j'ai trouvée réussie du début à la fin et du coup que je vous recommande encore une fois.
Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire. Et puis donc comme d'habitude, je vous dis pour ma part, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!